Moi, d'abord, j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est qu'islamiste modéré, parce que tout le monde les présente comme des islamistes modérés. Est-ce qu'il suffit de ne pas être pour la lapidation sur la place publique pour passer pour un islamiste modéré? Je rappelle quand même qu'Abdelila Ben Kiran, qui attend sa nomination officielle comme Premier ministre par le roi, est quelqu'un qui a des propos extrêmement homophobes, berbérophobes, misogynes, qui est contre la liberté de culte, contre la laïcité, et qui a même dit lors d'un discours devant les jeunesses du parti il y a quelques mois à Témara au Maroc, il avait dit que ces gens-là, enfin les laïcs, veulent semer la dépravation parmi les croyants et que les gens donc qui défendent la laïcité, PJD leur appliquera les châtiments de Dieu. Les châtiments de Dieu, évidemment en charia musulmane, ça fait référence aux châtiments corporels. Donc je me demande jusqu'à quel point le PJD est modéré. En revanche, il ne faut pas s'alarmer non plus parce que il est important de préciser que l'arrivée au pouvoir, entre guillemets, des islamistes au Maroc n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie. Il ne faut pas oublier que le parti Justice et Développement, donc le PJD, est un parti qui est sorti du giron du ministère de l'Intérieur en 98, donc sa date de création officielle. C'est un parti qui a reçu le parrainage de Driss Basri, le tout-puissant ministre d'Hassan II à l'époque. Donc c'est un parti qui est profondément royaliste, qui accepte tout à fait les règles du jeu, du régime du système makhzénien marocain. C'est Abdelila Ben Kiran, il est le chantre de la monarchie absolue. C'est quelqu'un qui s'oppose farouchement à l'idée de monarchie parlementaire qui est revendiquée par une large partie des contestataires marocains. Donc il a déclaré récemment que la monarchie parlementaire était incompatible avec le Maroc. Donc c'est quelqu'un qui est quand même le chantre du régime actuel et de la monarchie absolue. Et si Ennahda en Tunisie a été critiqué pour avoir cueilli les fruits d'une révolution que Ennahda n'a pas faite, le PJD est allé beaucoup plus loin, non seulement en ne participant pas au mouvement de contestation, mais en se rangeant derrière le ministère de l'Intérieur pour condamner le mouvement du 20 février et s'opposer justement à cette vague de printemps arabe. Donc il ne faut surtout pas confondre l'arrivée au pouvoir du PJD, parti islamiste marocain, avec ce qui s'est passé en Tunisie. D'ailleurs, le PJD connaît une scission avec les islamistes marocains d'Al-Adl wal-Ihsan, donc justice et bienfaisance. Justice et bienfaisance qui ne sont pas constitués en parti, qui sont une association interdite et qui ont une scission idéologique avec le PJD parce que Al-Adl wal-Ihsan, en tant que mouvance islamiste, conteste le titre de commandeur des croyants du roi, titre évidemment reconnu par le PJD. Donc ce que je voudrais dire, c'est que personne ne doit se leurrer sur cette élection. Évidemment que, en vertu de la Constitution et l'ensemble des pouvoirs continueront à être concentrés entre les mains du roi. Dans la nouvelle constitution, le roi est maintenant obligé de nommer le Premier ministre au sein du parti qui aura remporté la majorité, donc en l'occurrence le PJD, et le Premier ministre continue d'avoir des prérogatives extrêmement réduites. Il ne peut même pas présider le conseil gouvernemental, il ne le préside que par dérogation et il ne peut même pas fixer l'ordre du jour qui est évidemment fixé par le roi. Pour les femmes marocaines, je pense que c'est la fin, la fin de cet espoir déjà qui a été dissipé avec la Constitution de juillet, c'est-à-dire que beaucoup de femmes s'attendaient à ce que la Constitution établisse enfin une véritable égalité inconditionnelle entre l'homme et les femmes, que les réserves émises par le Maroc sur la CEDAW soient levées, qui n'a pas été le cas. Et à cet égard, le PJD est très très clair. Le PJD est contre l'égalité, par exemple, en matière d'héritage. Abdelila Ben Kiran, qui va être donc nommé Premier ministre incessamment sous peu, s'est dernièrement exprimé devant des féministes de la Women's Tribune au Maroc. Et il leur a clairement dit, ne me demandez pas de toucher au Coran. Donc, pour les femmes, c'est clair que ce n'est pas le PJD qui portera leur combat. Ce n'est pas du tout le PJD qui va militer pour l'égalité en matière d'héritage ou une véritable égalité. Voilà.
Alors, le mouvement du 20 février a boycotté les élections législatives. Il n'est pas le seul à avoir boycotté. Il a été rejoint par 3 partis de la gauche qui sont le PSU, le PADS et la Voix démocratique. Le mouvement du 20 février et ces 3 partis-là ont également boycotté le référendum pour la Constitution, qui a aussi été boycotté par la CDT, qui est l'une des plus grandes centrale syndicale au Maroc. Donc en fait, le mouvement du 20 février boycotte les élections parce qu'il considère que les institutions qui encadrent le jeu politique au Maroc sont totalitaires à la base. Elles ne permettent pas l'émergence d'une véritable démocratie. Elles ne permettent pas un renouvellement des élites. Aujourd'hui au Maroc, nous avons une pléthore de partis politiques qui participent à la vie politique, qui sont tous gangrénés par la corruption. C'est toujours les mêmes figures, c'est toujours le même système. Nous savons très très bien qu'aujourd'hui, donc ces élections législatives qui ont pour but de renouveler la première chambre du Parlement marocain qui contient 395 sièges. Donc je rappelle que le Maroc a un système parlementaire, un parlement bicaméral. On sait très très bien que le Parlement marocain est une coquille vide, c'est une caisse de résonance des volontés du Palais Royal. En vertu de la Constitution, le roi possède le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir spirituel, temporel, pouvoir militaire, et je rappelle à ce titre que nous n'avons pas de ministre de la Défense au Maroc, sans parler évidemment du pouvoir économique, du pouvoir religieux, donc l'ensemble des pouvoirs. Aujourd'hui, le roi peut s'exprimer devant les députés, donc les représentants du peuple marocain, qui en vertu de la Constitution n'ont même pas le droit de commenter le discours du roi. Donc vous voyez un peu que nous sommes face un peu à une farce de multipartisme, une farce de système parlementaire, et nous savons tous au Maroc que le véritable pouvoir est concentré entre les mains du cabinet royal, qui a un pouvoir et une implication tentaculaire dans la société. Donc c'est pour ça que le mouvement du 20 février appelle au boycott de ces élections, sans parler du fait que, et là encore j'aimerais revenir sur les différences entre les législatives marocaines et les élections tunisiennes, les élections marocaines continuent à être chapeautées non pas par une instance indépendante, mais par le ministère de l'Intérieur. Le même ministère de l'Intérieur qui est celui qui nous rappelle les années Basri et justement est tout l'art de la manipulation des scrutins. Sans parler aussi du découpage électoral au Maroc qui pose problème. Aujourd'hui, les élections au Maroc sont faites de manière à faire émerger le baronnat local. Et c'est plusieurs cas de corruption et parfois même des scandales de corruption sont relevés sans que jamais il n'y ait des enquêtes à ce sujet. Donc vous voyez, le mouvement du 20 février considère que ce système n'est pas réformable et appelle au boycott. D'ailleurs, le taux de participation qui a été annoncé par le ministère de l'Intérieur, qui est un taux de 45%, et là aussi je souligne une différence avec les élections tunisiennes, ce taux de 45% n'est pas un taux global de 45%, c'est 45% des inscrits. Aujourd'hui au Maroc, pour ces élections, nous avons eu environ 13 millions d'inscrits sur une population en âge de voter qui correspond à 22 millions. Donc en fait, nous avons eu, selon le ministère de l'Intérieur, 45% de 13 millions sur 22 millions en fait. Donc c'est un taux infime. La population a augmenté et le nombre des inscrits a baissé par rapport aux législatives de 2007. Donc on voit qu'au fur et à mesure que le mouvement de contestation grandit dans la rue, il y a un désintérêt de la politique politicarde à laquelle les Marocains ne font plus du tout confiance. Voilà. Je pense que de toute façon, la répression au Maroc, la machine répressive, elle est en marche depuis le début du mouvement de la contestation. Dès le 20 février, s'il n'y a pas eu de répression à Rabat ou à Casa, il y a eu une répression très très forte à Al-Hoceima qui a fait 5 morts donc dans le nord du Maroc et dans d'autres villes. Et depuis, la répression n'a jamais réellement cessé. Même le 13 mars à Casablanca, 4 jours seulement après le discours royal du 9 mars où Mohamed VI promettait à la nation monts et merveilles, et je dis en passant que ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues par le référendum, mais donc même 4 jours après ce discours, il y a eu une très très forte répression à Casablanca devant le siège du PSU qui a fait plusieurs blessés et plusieurs arrêtés. Je ne parle même pas des autres formes de la répression qui sont le harcèlement policier, le règlement de compte
qui se passe toujours évidemment dans le silence et au cas par cas avec les militants qui s'inscrivent dans le mouvement du 20 février, donc qui dans leur ville ou leur village se battent pour la démocratie. C'est des gens qui sont harcelés, des gens qui sont menacés, qui sont surveillés, qui sont piratés lorsqu'ils sont des cyberactivistes. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Certains ont été tabassés, voire hospitalisés ou dans le coma à plusieurs reprises, sans parler de ceux qui sont aujourd'hui dans les prisons. Et là, je rappelle encore une fois le cas de Mouad al-Haqed et d'autres militants qui sont emprisonnés dans d'autres villes du Maroc. Donc la répression n'a jamais véritablement cessé. Aujourd'hui, je pense que le régime, en ayant amorcé ce simulacre en fait de réforme depuis le discours du 9 mars que le roi a fait pour avoir l'air de devancer, de répondre un peu aux attentes de la rue, ensuite le référendum qui s'est fait en 3 mois pour avoir une constitution cocotte minute écrite en 3 mois, qui a été soumise à référendum lors d'une flash campagne de 10 jours et ensuite votée à pratiquement 99%. Ces élections législatives-là sont des élections anticipées. Donc nous avons l'impression que le régime a envie d'accélérer un peu son calendrier de réforme de façade pour avoir l'impression, pour donner en tout cas l'impression, du moins sur papier, d'avoir fait le nécessaire et ensuite de passer à une seconde étape. Donc on se pose effectivement la question sur la tolérabilité de la part du Makhzen marocain, du mouvement de la rue qui prend de plus en plus d'ampleur.